Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Il a été réalisé par scénarisé et réalisé, excusez-moi, par Philippe Lachaud. Il est sorti le 6 février 2019 et je l'ai vu au cinéma et donc en version française puisque c'est un film français. Alors, mettons tout de suite les pieds dans le plat, c'est une review qui est difficile pour moi. Elle est difficile parce que, quelque part, je suis déçu, voire même énervé. Et là, c'est un peu absurde parce que on pourrait me répondre tout de suite, énervé, pourquoi s'énerver avec un film de Philippe Lachaud ? Pourquoi ? Et en fait, tout le problème est peut-être là. Donc, je vais essayer de prendre du recul et de vous faire une critique, on va dire, un peu mieux modérée que d'habitude, où je suis un petit peu plein sud, j'aime pas, voilà quoi. On va essayer de trouver un peu plus, de gratter un peu plus. Je me laisse le temps pour qu'à chaque fois vous ayez le temps de percevoir les nuances, des choses peut-être que j'ai mal compris, pas compris. Je le fais sans phare parce que je suis pas un expert et que je suis là pour vous partager une vision, une perception qui m'est personnelle du cinéma en essayant de gagner en objectivité tout en admettant que je suis de toute façon subjectif. Nonobstant, je vais quand même essayer de faire un effort supérieur aujourd'hui parce que il y a tout un de clichés autour de la comédie française, du cinéma français que j'aimerais ici essayer de pas dépasser parce qu'on est tous un petit peu dans nos carcans, de nos points de vue, mais réfléchir en allant un peu au-delà des confrontations un peu pro et contre. Alors pour commencer clairement, j'ai pas vu les films de Philippe Lachaud. Je n'ai vu que des bandes annonces, que ce soit Babysitting 1 et 2 ou Alibi.com, qui sont ses précédents films, si je ne dis pas de bêtises. Mais maintenant que j'ai pu voir Nicky Larson, je pense que j'arrive à plus ou moins cerner un peu ce qu'il fait. Si je me trompe, évidemment, n'hésitez pas à me dire, si vous aimez beaucoup sa filmographie notamment, n'hésitez pas à me dire là où je me tromperais éventuellement, où je sous-estimerais des choses éventuellement, ou surévaluerais d'autres notamment. Hein. N'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup, mettez-les dans les commentaires, ou voilà, ça m'apprend toujours beaucoup de choses. Donc j'ai pas vu sa filmographie, mais je pense que j'ai cerné un petit peu les choses en voyant Nicky Larson. Il me semble que ces films sont vraiment ce qu'on appelle des farces, avec un grand F. Alors oubliez tout de suite les feintes sur la farce dans la dinde, hein, je parle pas du tout de ça, et c'est une vanne de merde, donc je vais me la garder sous le bras, mais j'ai cherché sur Wikipédia, là, je parle bien de la farce théâtrale, et je trouve que ça correspond bien à ce que Lachaud me semble faire. Alors ça dit grosso modo que ce sont des objets artistiques, les farces, qui ont pour but de faire rire, et qui ont souvent des caractéristiques grossières. Je trouve que ça résume bien la chose. Ça a pour but de faire rire, d'abord et avant tout, et ça a des caractéristiques grossières, parce que de toute façon, c'est pour faire rire. Je pense que vous me voyez déjà venir avec les différentes critiques qu'il y a eu sur le film, au niveau notamment de son homophobie et tout ça, blablabla. Je reviendrai dessus après. Rangez vos flingues, on va en parler, on va essayer d'en parler posément. Cette définition, qui a pour but de faire rire de manière avec des éléments de caractère grossier, qui a souvent des caractéristiques grossières, je trouve que ça colle bien. Alors, soyons clairs, faire rire, c'est un art d'une difficulté très élevée. Je suis en admiration devant les gens qui arrivent à faire rire et en font leur métier. Respect total. Moi-même, je suis drôle comme une porte de prison. Ma chaîne s'appelle Un mec qui parle trop parce que je ne suis pas drôle. Je développe des choses, ça m'interpelle, je me questionne, mais je suis le niveau zéro de la comédie, que les choses soient claires. Du coup, je suis encore plus en admiration devant les gens qui arrivent à manipuler ça, et qui arrivent à vous donner l'impression, alors que c'est un taf de fou, qu'ils le font facilement et avec aisance. Ça, je trouve ça complètement dingue. Donc, encore une fois, vis-à-vis de la comédie et de l'art de faire rire, respect total. Respect total. Parce que ça se double en plus d'un aspect terrible du métier du rire, qui est le résultat. Si les spectateurs ne rient pas, c'est raté. Alors, c'est mort, quoi. Alors, ça peut paraître évident ce que je dis, mais ce qui fait selon moi que la comédie est l'un des styles les plus difficiles du cinéma, c'est ça, c'est que quand tu es face à une comédie, il faut que tu rigoles. Si tu rigoles pas, le film est pas bon. Tout de suite, tu vas dire c'est pas bon, je me suis ennuyé, ou tout du moins j'ai souri, mais c'était pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire ? On est tout de suite beaucoup plus tranché. Il faut faire rire. Pour la petite parenthèse, pour bien m'expliquer, si on compare par exemple avec le drame permet beaucoup plus de nuances, de sensations et de jugement du coup chez le spectateur. Hein. On n'est pas obligé de pleurer pour apprécier un drame. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on pleure, c'est mieux, entre guillemets, ça veut dire qu'on est très très ému, mais on peut aimer un drame, être touché par un drame sans forcément pleurer. Alors qu'une comédie, elle doit te faire rire, quoi. Elle peut te faire rire doucement ou rire un peu, pas rire aux éclats. Mais la nuance, je trouve que la frontière est beaucoup plus violente. Si on rit pas du tout, c'est mort. Dans un drame, si on est un petit peu ému, ça va.
Il n'y a pas de petit rire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut nous faire rire, il faut nous amener à rire. Il faut provoquer notre rire. Du coup, si on n'arrive pas à provoquer notre rire, la comédie, elle est ratée. C'est pour ça que je trouve que c'est terrible comme style. Aussi bien au théâtre, qu'en stand-up, qu'en tout ce que vous voulez, quoi. Faire rire, c'est horrible. Quand les gens sont supposés rire et qu'il n'y a pas de rire, désert de Gobi, aucune réaction, mais quelle horreur. C'est pour ça que je suis incapable, moi, perso, pour la petite parenthèse perso, de draw my life, comme on dit. Story of my life à 2 francs, moi, je ne peux pas aller voir des gens qui font, par exemple, de l'improvisation. Parce que s'ils essayent de vous faire rire, et c'est souvent le cas, et que ça marche pas, je suis trop gêné pour eux, ça me met dans un état de gêne impossible. Je ferme la parenthèse. Mais ça exemplifie un petit peu, d'un point de vue très subjectif là pour le coup, à quel point je trouve qu'il y a un vertige de dingue à tenter une vanne devant une audience et espérer qu'elle marche. Donc, respect à ceux qui arrivent à faire de la comédie, et qui arrivent à faire un métier, et qui arrivent à faire rire, je trouve ça dingue, c'est un art que j'admire. Et donc, respect à Monsieur Lachaud. Parce que ces films sont toutes des comédies, absolument toutes. Il y a 2,5 millions de spectateurs en moyenne qui vont voir ces films. Le succès est au rendez-vous à chacun de ces films. Il faut le dire, 2,5 millions de spectateurs, c'est juste énorme. Si je dois comparer, moi j'ai fait un film, un documentaire qui a été présenté en région, mais je suis obligé de comparer parce que je vais ouvrir ma bouche et dire beaucoup de choses après un peu raides comme ça, mais il faut quand même qu'on pige qui je suis un peu, quoi. Je pense que si mon film a dépassé une audience de 4 à 5 000 personnes, je peux être très fier. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, et j'en suis très fier, faut m'entendre, hein, mais je peux pas me comparer, on est d'accord, avec un type qui arrive à faire venir des gens au cinéma avec des comédies et qui fait en moyenne 2 millions de spectateurs. C'est énorme. Donc encore une fois, respect total. Vous savez, le succès, c'est pas quelque chose qui se contrôle, hein, on est d'accord. Mais on peut montrer du respect à celui qui, durant un temps X, réussit à renouveler son succès à chaque nouvel objet créatif. Le public change, évolue vite au gré des tendances, des influences, du contexte politique, social, etc. Et donc, retrouver le succès est un vrai signe de compréhension de l'auteur d'une partie de la société, des gens, sur une période donnée. Et ça, peu y arrivent, quoi. Il y a vraiment peu de personnes qui arrivent à faire ça. Donc, encore une fois, respect total. Pour la petite parenthèse, on peut m'objecter ici que le succès de nos jours est parfois aussi affaire, ou dépend même plus du marketing d'une œuvre que l'œuvre en elle-même. Et je suis d'accord, mais comme il est difficile d'évaluer ce qui attire le public vers une œuvre, l'objet ou sa publicité, en l'occurrence, je pense qu'on peut donner aussi du crédit à l'auteur de l'œuvre, si le succès est là. Enfin, il me semble que c'est pas non plus déplacé. Donc encore une fois, chapeau bas à Monsieur Lachaud. Il enchaîne le succès, le gars. Vous allez me dire que cette intro, c'est le coup classique du vénère qui veut se couvrir avant de faire feu de tout bois. Ça aurait pu, mais non. J'insiste, non. J'ai vu notamment les virulents débats sur Twitter, notamment entre les pour et les contre. Et je trouve du coup que Nicky Larson soulève plusieurs questions intéressantes. Moi-même, on m'a entre guillemets entrepris sur Twitter, tout ça, de manière intéressante d'ailleurs. Hein. J'ai pris quelques vannes, mais rien de méchant. Mais en l'occurrence, pour le coup, ça m'a amené forcément à réfléchir, à me demander qu'est-ce qui fait que les gens apprécient autant ce film, qui pour moi avait différents soucis. Mais j'avais déjà dans mon expérience au cinéma vu quelque chose de particulier, puisque même si moi j'étais pas tellement dans le film, il y avait beaucoup de gens qui rigolaient et qui adhéraient visiblement beaucoup. Sachant que j'avais vu des critiques du film avant, qui elles-mêmes, venant de gens que j'apprécie, hein, dont je trouve le point de vue souvent intéressant, notamment le joueur du grenier, et j'étais du coup surpris, effectivement, curieux, de voir un peu ce que ça pourrait donner, et le public était vraiment dedans, hein, dans la salle, j'insiste, hein, la grande majorité en tout cas. Mais avant d'aller plus loin, on va pitcher quand même, parce qu'il faut quand même remettre les choses en contexte. Alors, par l'entremise de Laura, Nicky est contacté par un scientifique qui leur confie une arme très dangereuse, le parfum de Cupidon. Ce parfum a le pouvoir, une fois aspergé, de provoquer l'amour irrépressible de n'importe qui. Mais Laura n'a pas le temps de prouver à Nicky que le parfum fonctionne, qu'une explosion retentit, et qu'un homme s'enfuit déjà avec l'arme de Cupidon. Alors, ce pitch trahit déjà une chose importante. Il y a vraiment une grande fidélité aux intrigues, entre guillemets, simples voire simplistes du dessin animé. Alors pour la petite parenthèse, j'ai pas lu le manga, hein, mais pour le coup ça tombe bien, parce que d'abord et avant tout, ce film est une adaptation du dessin animé français, j'insiste, de la version française, non pas de City Hunter, mais de Nicky Larson, dont, en tout cas c'est mon interprétation, mais je reviendrai plus tard là-dessus, hein. Posez vos flingues, on va en discuter après, je ferme la parenthèse. Alors donc c'est
une adaptation vraiment fidèle des intrigues. Il y a différents éléments qui reviennent et qui sont pour moi vraiment tirés du dessin animé pour le coup. Alors on a souvent une sorte de MacGuffin. Le MacGuffin, c'est un objet prétexte à aventure souvent inexpliqué. Ici, ben, c'est un procédé scientifique magique, entre guillemets, qui est dans un parfum, tout simplement, quoi. Ça crée toutes les scènes d'action du film, quasiment sans exception, voire peut-être juste la dernière, je pense. C'est un classique de cinéma, et du coup, c'est pas un problème dans ce Nicky Larson. Je trouve que le film utilise vraiment bien, pour le coup, son MacGuffin, et va jusqu'au bout de son MacGuffin. Il nous explique pas ce que c'est, il a pas pour but de nous faire des théories scientifiques à 2 balles, ça crée des situations, et c'est tout, et c'est très bien. C'est une excellente utilisation du MacGuffin, en l'occurrence, je trouve. Ensuite, il y a d'autres éléments qui viennent aussi du dessin animé. Oui, le MacGuffin était souvent présent dans Nicky Larson, la rose noire, enfin, il y avait plein de choses comme ça. Donc c'était aussi très très présent. Il y a aussi, comme autre élément du dessin animé dans le film, le jeu amoureux entre Nicky et Laura, avec Nicky qui la casse sans arrêt, jusqu'à un dénouement du film qui est donc fidèle incontestablement à la série. Il y a aussi l'élément dans le dessin animé qui était souvent présent de la femme à protéger, qui, ben, pour le coup, est absente de ce film. Et oui, ils ont fait quelque chose de très original pour le coup, puisque je pense qu'au moins 5 épisodes sur 6, Nicky devait protéger une femme X ou Y, et c'est pas le cas dans ce film, ce qui est plutôt original, et qui laisse beaucoup de place du coup aux protagonistes secondaires. Au final, ils sont pas si secondaires que ça, mais j'en reparlerai plus tard, Pancho et Skippy. Et donc c'est pour moi, à cet endroit-là, ne pas avoir adapté est intéressant, mais ça parle aussi du fait que, quelque part, c'est le style de la show qui a pris le dessus ici, mais je reviendrai là-dessus après. On a aussi le fait que Nicky est un as de la gâchette et du combat, et le film l'utilise très très bien, il n'y a rien à dire. Et c'est aussi un gros pervers qui pratique l'agression plus que la séduction d'ailleurs, on le voit dans plusieurs scènes, hein, clairement. Et Laura doit donc le surveiller, donc c'est extrêmement fidèle au dessin animé. Là, à cet endroit-là, il n'y a rien à dire. Dit comme ça, un peu comme ça, en faisant un petit peu un éventail un peu froid, on pourrait croire que c'est une adaptation un peu froide, un peu clinique. Mais alors vraiment pas du tout. On peut même qualifier le parfum de Cupidon d'adaptation inspirée. J'insiste. Comme dit avant, non seulement il y a quasiment tous les éléments qui faisaient Nicky Larson, à l'exception, et là je suis obligé de faire une parenthèse, des voix françaises de méchants, mais encore une fois, ça aussi j'y reviendrai plus tard, je ferme la parenthèse, mais en plus, il y a un vrai soin de l'univers. Comme dit avant, les films de la show sont des farces. Et la farce, ce qui est cool avec le principe de la farce, c'est que ça permet de mettre des éléments très hétéroclites ensemble. Dans le film, ça s'exprime comment, pour être clair, pour exemplifier ça. C'est des personnages de manga sur des acteurs live, donc des vrais acteurs, notamment dans les costumes, c'est des costumes qui sont fidèles au dessin animé, c'est impressionnant. Et du coup, comme c'est une farce, ça passe assez bien. C'est ça qui est assez surprenant. Ça permet aussi la farce d'avoir des scènes avec des lumières, limite une lumière de sitcom, notamment dans l'appartement de Nicky, qui est croisée avec des scènes, par exemple, dans un aéroport ou en extérieur, qui sont juste en lumière réelle, proprement parlé. Il n'y a pas un gros taf sur la lumière, paradoxalement. Ça permet aussi d'avoir un humour gras, à base de zizi en plein écran, de l'humour guignolesque avec Pancho et Skippy, hein, qui sont donc des comment on appelle ça encore, des running gags, le fait qu'ils soient maladroits et particulièrement inadaptés à la situation, soit, je veux pas trop spoiler là-dessus, mais grosso modo, revient comme ça comme un running gag constant, mêlé avec aussi de l'humour noir, puisqu'on a des moments où t'as des gamins qui se prennent des coups dans la gueule, il y a des blagues autour du harcèlement, du viol, etc. Mais la farce permet ça, elle permet de passer par tous ces degrés d'humour différents. Elle permet aussi, la farce, d'avoir des scènes d'action punchées. Je me souviens notamment de la scène d'action dans le jardin où il tatane 3 mecs, il leur dit d'abord ce qu'il va faire, puis il le fait. Scène très efficace, avec des scènes d'action beaucoup plus comiques. On a notamment un mec qui vole en slow motion pendant une poursuite, je vous laisse découvrir, ou une bataille dans une salle d'opération où ça tourne très très vite au running gag de frapper le patient qui est soi-disant anesthésie. On a aussi du coup des musiques de dessins animés japonais qui sont mixées, voire retouchées avec des musiques de films réels en orchestre, avec des génériques de dessins animés français, en l'occurrence de Nicky Larson, mais quand même, etc., etc. Il y a probablement des autres éléments que j'oublie, mais c'est ça la farce, ça permet de mélanger tout ça et que c'est quand même un ton quelque part homogène. Parce que l'objectif de tous ces éléments ensemble, au final, est de faire rire. Point barre. Je reviendrai là-dessus ensuite, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non, parce que j'ai été ému par certains moments du film, ce que je comprends tout à fait, je respecte, mais je pense vraiment que c'est pas une forme qui favorise ça, mais je reviendrai là-dessus ensuite. Du coup, ce côté farce, bah oui, ça a un côté, par moments, c'est un aspect joyeux gloubi-boulga.
Glooby Boulga, c'était un truc qui était dans Casimir, donc là je parle carrément de trucs antédiluviens, là on commence à passer dans l'archéologie. Oui, je suis relativement vieux. Donc ça fait un joyeux bordel, tout simplement. Mais, du coup, c'est dans ce film-là, en l'occurrence, et c'est aussi une de ses grandes qualités, c'est très, très généreux. Le film est gavé de références aux années 90, entre autres, mais surtout au Club Dorothée, à tous les dessins animés, les personnages. Le film est gavé de références. Alors, juste pour donner une référence ou deux qui me reviennent en tête là, il y a un moment donné, ils se baladent dans un couloir, je sais plus où ils sont, dans un hôpital, et il y a marqué Phoenix Fondation au fond, qui était la Fondation Phoenix, c'était ceux qui embauchaient MacGyver, donc dessin animé, quelque part oui, série télé, feuilleton télé typique des années 90. Je vous laisse aller découvrir ça si vous ne connaissez pas, ça a plutôt mal vieilli, mais ça avait un succès fou à l'époque. Il y en a plein, il y a un moment donné, il y a un mariage entre deux personnes, et les personnages s'appellent Jeanne et Serge, référence à un dessin animé, et c'est constamment comme ça, on cite Olive et Tom, on cite les Chevaliers du Zodiac, ça va dans tous les sens. Le Club Dorothée est ultra présent dans cette adaptation de Nicky Larson. Alors, juste pour la petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas le Club Dorothée, pour les plus jeunes qui m'écoutent, c'est une émission qui a marqué la génération des trentenaires, voire bientôt quarantenaires aujourd'hui, avec notamment un mix de dessins animés japonais, ce qui à l'époque était relativement, pas révolutionnaire, mais c'est l'émission qui a un petit peu créé son identité vraiment autour de ça, puisque avant il y avait déjà des dessins animés japonais, mais on mélangeait du dessin animé européen et japonais, tandis que vraiment le Club Dorothée a complètement rendu ça radical, en mettant essentiellement des dessins animés japonais et des séries télé que eux produisaient, puisque c'était la boîte, c'était AB Productions, qui étaient des catastrophes industrielles que je vous conseille de revoir si vous voulez voir à quel point la génération des années 90, on leur a pourri le cerveau. Mais en termes de dessins animés, par contre, on a eu tous les classiques, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, le Survivant, donc Nicky Larson, comment il s'appelle encore, Juliette, je t'aime, blablabla. Vous pouvez découvrir tout ça si vous voulez, je pense que c'est trouvable sur le net. C'est des dessins animés qui doivent pas avoir si mal vieilli que ça, en fait, à part que c'est de l'animation encore à la main, mais les thèmes et la manière dont c'est raconté peut être encore efficace pour des gens relativement jeunes, je pense. Enfin, faudrait que je les revoie, mais c'est a priori l'impression que j'en ai aujourd'hui. Et donc il mixait cet univers de dessin animé avec beaucoup de merchandising, autour des dessins animés bien sûr, mais au final surtout autour des chansons des différents présentateurs de l'émission. Dorothée en tête, qui était une gigastar, qui faisait des concerts, je pense qu'elle faisait des concerts à guichet fermé régulièrement, c'est l'impression que j'en ai, alors peut-être que je me trompe, au moins de 90 à 95, le moment où l'émission était vraiment au top du top, mais il y avait aussi tous les présentateurs ont fait à un moment ou une autre une chanson, et je pense que c'était pour des questions d'argent, parce qu'il fallait faire tourner aussi, j'en sais rien. Il y avait Ariane qui en a fait une, Patrick, tous les gens qui présentaient l'émission avec elle, je pense, Corbier, peut-être pas Jackie, mais il a présenté l'émission de musique, vous voyez quoi, les musclés, enfin toute la bande, même les acteurs des séries AB ont fait des films après, que ce soit bien sûr Hélène Rollès avec son personnage d'Hélène, je m'appelle Hélène, évidemment cité dans le film, Là, je parle de Nicky Larson. Enfin bref, vous voyez un petit peu le style du Club Dorothée. Alors, pour vous donner une échelle d'idée de l'impact de l'émission, parce que dit comme ça, vous allez me dire c'est un peu kitsch, c'est une émission télé pour enfants, classique, XY. Mais alors vraiment pas du tout. C'est une émission qui a marqué son époque, notamment parce qu'elle durait, par exemple, le mercredi, 8 heures. Il y avait 3 heures le matin et 5 heures l'après-midi. Il y avait juste un trou avec le journal du midi, et je crois que c'était quoi, une émission pour les ménagères qui rentraient du travail, genre le juste prix, vous voyez le genre, quoi. Et après, la télé était aux gamins toute l'après-midi, quoi. Et c'était une énorme émission avec un plateau, des danseurs, des lives des invités, c'était vraiment énorme, avec des dessins animés qui entrecoupaient. Alors ça a l'air con comme ça, mais à son plus fort, c'est une émission qui a atteint de 60 à 80% d'audimat. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 personnes sur 10 à un moment donné mataient cette émission le mercredi, par exemple. Pour vous donner une échelle d'idée, aucune émission actuelle n'a réussi à refaire un truc pareil. Même des succès énormes comme par exemple Touche pas à mon poste, ils sont pas arrivés à un tel niveau d'audimat. Donc voilà, c'est une émission qui a marqué le paysage audiovisuel et qui a marqué toute une génération. Alors pourquoi parler du Club Dorothée autant ? Comme je l'ai déjà un peu dit, parce que Le Parfum de Cupidon, pour moi, c'est une adaptation de Nicky Larson du Club Dorothée. Pas seulement de Nicky Larson, et certainement pas de City Hunter. Alors je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont me dire que si, ce que je peux comprendre, mais dans l'équilibre du film, non. Et même, pour la petite parenthèse, si l'auteur du dessin animé, du manga, a adoré le scénario, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que comme dit avant, il y a beaucoup d'éléments du manga dans le film, et notamment du dessin animé dans le film, sans compter un grand réel respect pour l'œuvre, c'est incontestable. Il me semble que
lorsque le dessin animé devenait noir, surtout en japonais, il le devenait totalement. Là où, oui, c'est peut-être un petit contraste que j'aimerais mettre, c'est que je comprends que l'auteur ait pu apprécier, parce qu'il y a beaucoup de références, mais par contre, quand le dessin animé ou le manga, en tout cas le dessin animé devenait noir, réellement noir, d'ailleurs surtout en japonais, hein, parce qu'en français, les blagues françaises avaient tendance à remettre de la blague dans les parties finales d'épisodes, alors qu'au final, c'était pas toujours présent, voire c'était plus du tout présent parfois. Du coup, il y avait un côté film noir complètement jusqu'au bout. Alors, je reviendrai sur ces détails après, mais c'est ce qui explique un petit peu la limite déjà de l'interprétation, entre guillemets, ou du point de vue tout simplement d'adaptation de Lachaud et de son équipe. Ici, c'est une farce, tout le temps et sans arrêt. Donc même quand ça devient sérieux, au final, ça doit rester une blague. Ce qui est, encore une fois, un angle d'adaptation qui est discutable, mais qui est tout à fait admissible quand on prend le matériau de base qu'est City Hunter et Nicky Larson, du coup, en dessin animé ensuite en France. Mais je ferme la parenthèse, je reviendrai dessus après. Donc, pour moi, c'est plus une adaptation de Nicky du Club d'eau, parce que tout simplement le film est très très généreux envers d'abord et avant tout le méta-univers qui accompagnait la diffusion du dessin animé. Donc tout l'univers du Club Dorothée. On a du name drop, comme je disais, de séries dans les dialogues, mais quasiment tout le temps, du texte, de l'image, des costumes. Il y a un moment donné, t'as Tortue Géniale à l'image. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement généreux là-dessus. C'est hétéroclite, hein, très souvent, à l'univers de Nicky Larson, mais c'est clairement la démarche de Lachaud. Et de son équipe d'écriture d'ailleurs, puisque son frère Paul Lachaud a participé à l'écriture, mais aussi Julien Arruti, qui joue dans le film Skippy, Gilbert, le gars qui a le parfum et qui l'utilise sans arrêt. Vous verrez, si vous n'avez pas vu le film, j'ai vraiment pas spoilé des masses. Hein. Et donc, dans ce sens-là, en faisant Nicky du Club d'eau, le film y va à fond, jusqu'à donner un rôle secondaire à Pamela Anderson, qui était une icône de la sexualité des adolescents des années 90, moi et d'autres, hein, évidemment, Philippe Lachaud, j'imagine aussi, et même à Dorothée. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir Philippe Lachaud parler de Dorothée dans les interviews. Pour lui, c'était le grand moment du tournage, c'était d'avoir Dorothée sur son tournage, et qu'il y a toute l'équipe technique qui allait lui demander des autographes. Je reviendrai là-dessus sur ma perception personnelle du Club Dorothée après, mais je comprends. En tout cas, je réalise plus, maintenant avec ce film, à quel point elle a été importante pour certaines personnes, de manière très très sérieuse. Alors tout ça, tout ce bordel, eh ben, ce qui est assez balèze, c'est que ça fonctionne. Même quand c'est forcé. Parce que, je crois que je peux résumer les choses en revenant au point de départ, parce que c'est une farce. Nicky Larson et le parfum de Cupidon est une farce. Le but est de faire rire, sans restriction, aucune. Et comme Lachaud double ça d'une nostalgie sincère pour le Club Dorothée et tout ce qui a visiblement entouré son rapport à ce dessin animé, et qu'en plus c'est le cas de beaucoup de monde, la sauce finit par prendre. Et il y a tout un public qui va adorer ce film et qui va le vénérer, aucun souci. Mais attention ici, faut m'entendre, parce que peut-être que j'en rajoute un peu trop. Je parle pas ici de roublardise, vraiment pas, non. Il y a une vraie générosité qui transpire notamment dans l'application apportée à un domaine où visiblement Lachaud débute, entre guillemets, et pour moi ce domaine c'est les scènes d'action. Je sais pas s'il y a des scènes d'action dans ces autres films, mais j'ai pas l'impression, avec ce qu'il donne dans ce film-là, qu'il en avait déjà fait beaucoup avant. Dans le dessin animé, les scènes d'action sont très importantes, en sorte qu'elles étaient le climax de chaque épisode. Alors, elles étaient, il me semble, de mon point de vue d'enfant, j'en ai revu dernièrement et je trouvais que ça tenait toujours plus ou moins la route, même si c'était du what the fuck. Elles ont toujours, je pense, une identité, ces scènes d'action dans le dessin animé, spectaculaires, et elles mettaient en valeur les talents exceptionnels de tir de Larson, très 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 souvent, et de combat à main nue d'ailleurs, il était genre imbattable le type. Et il faut être honnête, le film s'en sort plutôt pas mal dans ce domaine. Surtout quand on sait que ce n'est pas leur style de prédilection à l'équipe de Lachaud. Leur style, c'est la farce comique. Encore une fois, c'est un style qui est très 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 difficile. Les réalisateurs de bonnes comédies sont souvent terribles, c'est des staccanovistes, parce que l'humour ne supporte pas le mauvais timing ou la seconde de trop, c'est terrible l'humour. Je vous renvoie à des réalisateurs comme Blake Edwards ou encore Stephen Chow, oui, Stephen Chow, le réalisateur notamment de Shaolin Soccer, ou encore de l'extraordinaire Kung Fu Hustle, qui est incroyable, qui est un film formidable, que je vous conseille de toute façon, et qui est un bon exemple. Tiens, je vais revenir sur Kung Fu Hustle plus tard, je reviendrai là-dessus.
Alors, faut bien m'entendre, hein, je développe un petit peu le style de la farce parce que ça diminue pas leur talent d'avoir moins maîtrisé les scènes d'action. Je dis juste que c'est quelque chose qui est juste différent de ce qu'ils savent faire. Et encore une fois, faire rire, c'est un art très complexe et qui demande des artistes souvent très très exigeants. Donc ça n'a rien à voir avec leur talent ou leur implication. Et encore une fois, en plus, c'est pas mal du tout. La scène du jardinet qui est courte, là où il tatane 3 gars en leur disant d'abord ce qu'il va faire, elle est très efficace visuellement, elle a beaucoup d'impact. Je trouve que c'est une scène qui est efficace, voire même assez brutale, c'est assez brillant. C'est juste dommage que les autres scènes soient pas aussi efficaces. La scène en vue subjective est intéressante, notamment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, mais moi je l'ai trouvée trop longue parce qu'elle fait... Enfin, je sais pas. Il y a par exemple ce détail qui revient souvent sur le pied qui tape sur la commande, que je trouve un peu surutilisé ça permet, je pense, un certain découpage, et en plus ça fait respirer l'action, puis ça permet des ressorts comiques encore une fois, mais je trouve que ça alourdit, surtout que l'humour globalement est déjà ultra présent, du coup il a ce risque de devenir lourd par moment. Et en plus au final la scène est assez gratuite, en quelque sorte, elle a aucun sens particulier dans l'intrigue. C'est juste, entre guillemets, une autre stimulation, un autre stimulus, une autre blague. Encore une fois, vous pouvez me répondre, mais c'est pas grave, c'est une farce. Mais bon, j'imagine que maintenant, avec ce que je viens d'évoluer, vous me sentez un petit peu arrivé, je sais, mais attendez, pose ce flingue, mon gars, j'y arrive. Autre scène qui aurait pu être vraiment forte, mais qui je trouve en l'état est moyenne, c'est la fusillade dans l'usine. L'idée, elle est vraiment classe, hein, la danse de la mort et tout ça, belle la chorégraphie, elle est belle, il y a des ralentis sympas et tout ça. Et c'est pas mal, mais j'ai trouvé que c'était étrange, parce que je trouvais qu'il manquait les impacts de balles. Où vont leurs balles? C'est très important, ça, dans une fusillade, de mettre des moments stratégiques où les personnages tirent, et dans le contre-champ, on a le mec qui reçoit le tir. Il y a une relation action-réaction qui est complètement une relation irréaliste de cinéma, hein, puisque les choses se passent en largement moins d'une seconde, mais c'est gratifiant pour l'œil, et ça souligne, quand c'est répété notamment, que les personnages visent très bien, en général c'est lié à une émotion, ils sont prêts, ils ont compris ce qu'ils devaient comprendre, et là quand ils se mettent en action, du coup ils sont dans le vrai, à tel point que leurs gestes sont vrais. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils ont mieux compris ce qu'ils devaient faire, que c'est plus juste ce qu'ils font, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se double de tout un côté moral. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. De tout un côté moral, mais en l'occurrence, il y a, comme ça d'un point de vue pragmatique, ça leur donne un côté un petit peu pistolero. Justement, ce qu'est Larson. Et j'ai l'impression, dans cette scène, de ne pas en avoir vu, ou pas assez, c'est assez étrange. Alors, encore une fois, j'ai peut-être plané, hein, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y en a au moins un moment où on tire, clairement, il y a un impact, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'on les voit danser, tirer, puis on voit des mecs tomber, puis on revient sur eux, tirer. Alors ok, hein, dans cette scène, les mecs tués sont pas, par les tirs, sont pas le centre. Le centre de la scène, c'est les danseurs, entre guillemets. Je veux pas spoiler. Mais je parle vraiment là d'une question de mesure. Ça manque de ces 3-4 plans qui dynamisent, donnent de l'organicité, de l'impact à la chose, parce que tu tires, boum, le gars est touché, il tombe, vous voyez, puis hop, tac, il fait un geste, il tire, il y a quelques mecs qui tombent. Oui, vous voyez, clairement, la balle tirée par les personnages principaux, entre guillemets. Bref. Je veux pas spoiler plus que ça, vous avez pigé l'idée. Et je trouve que c'est dommage. Parce que la scène est jolie telle qu'elle, mais elle est en deçà de l'effet, entre guillemets, larger than life, l'effet waouh, l'effet que ça aurait pu avoir, que l'on peut attendre, effet waouh que l'on peut attendre, pour être clair, d'un Larson au cinéma, selon moi. Mais encore une fois, c'est une vraie tentative, et l'effort est louable. Ça marche pas toujours, tout simplement. C'est pas toujours très efficace, ça arrive pas toujours au top du top que ça pourrait être. Et là, je suis obligé d'être honnête, il y a carrément des scènes d'action que je trouve, pour le coup, pas très bonnes. Le combat entre Larson et un personnage très important de la bande dessinée, dans la salle d'opération, pour ceux qui l'ont vu, ouais, c'est une scène comique, mais c'est dommage, j'attends autre chose quand Larson est face à ce gars-là. Et ça me paraît normal, à cause de mes antécédents sur le dessin animé, on est bien d'accord, hein, mais ça me paraît logique, et même dans le sens de l'histoire. Puisqu'il finit finalement par re-rencontrer ce personnage, et avoir un développement en quelque sorte. Ou je peux même parler de la poursuite en voiture-lit qui se veut quelque part comique et spectaculaire, mais je trouve qu'elle est surtout comique. Voilà, là je trouve qu'elle n'a pas spécialement d'impact.
Autre élément qui fonctionne, mais qui aurait pu fonctionner plus, à mon avis, c'est l'utilisation des musiques du dessin animé. Alors c'est une belle idée, hein, qui est permise encore une fois par l'outil de faire une comédie, de faire une farce, vraiment pour le coup, pas seulement une comédie, de faire une farce. Et du coup, ces éléments hétéroclites passent vraiment bien, hein. J'aime beaucoup le moment notamment où on lui raconte l'intrigue du parfum qui est au début du film, et on a une musique typique qui était la musique d'intrigue des dessins animés de Nicky Larson. Et ça fonctionne vraiment bien, pour le coup, ça fait corps. Il y a même des moments où il y a une autre musique, je sais plus laquelle, qui est réinstrumentalisée, et qui est bien vue pour le coup. Mais du coup, je sais pas si ça a eu le même effet sur vous, pour la petite parenthèse. C'est risqué parce que dans mon cas, du coup, la musique composée de manière originale pour le film m'est complètement sortie de la tête. Je ne m'en souviens pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas très inspirée? Peut-être, mais en l'occurrence, je pense que c'est parce que les thèmes de Nicky Larson sont tellement frais dans ma tête que j'ai tendance à leur donner plus d'importance dans mon souvenir auditif, entre guillemets. Je sais pas, je ferme la parenthèse, je sais pas comment vous avez réagi à ça, vous pouvez me donner votre avis si vous voulez, je trouverais ça intéressant, mais j'ai vraiment zappé complètement la partie musique originale. Et du coup, quand je dis que ça va pas jusqu'au bout d'utilisation des musiques originales, c'est que c'est dommage parce qu'il y a certaines musiques qu'on aurait attendues. Bon, on en a une qui vient, notamment la musique de conclusion Get Wild. Je spoile pas, mais c'est un tout petit spoil, mais ça fait vraiment classe quand elle arrive. Mais j'aurais aimé que ça continue et non pas qu'on passe à un générique. Vous voyez, pour moi, ce qui est plus important, c'est cette musique originale qui avait de l'émotion. Dans les génériques, l'utilisation du générique français, qui revient plusieurs fois, hein, je crois 3-4 fois dans le film, dans différentes formes. Oui, je comprends le côté nostalgie, mais c'est pas, émotionnellement parlant, c'est un générique plat. C'est pas très touchant. Enfin, je pense pas être méchant avec ce générique, c'est pas bouleversant. Je sais qu'il y a des génériques qui m'ont marqué, comme celui d'Olive et Tom. Mais je vais pas... Parce que la musique était très bonne. Tiens, pour la petite parenthèse sur le générique d'Olive et Tom, il faut savoir que c'est une musique qui est passée, qui a franchi la part de l'international, qui a donc été utilisée chez nous pour illustrer le dessin animé Olive et Tom. Mais par exemple en Italie, ça illustrait le dessin animé Lupin, donc Edgar de la Cambriole en France. Donc je sais que ça peut faire rire a priori, mais c'est vrai, vous pouvez vérifier, hein, mettre Edgar de la Lupin en italien générique, et vous allez avoir la musique d'Olive et Tom. Donc la musique était très prenante et émotionnelle, ce qui fait qu'elle a marqué les Italiens par rapport à ce dessin animé-là, comme nous, elle a marqué notre imaginaire par rapport à Olive et Tom. Encore désolé pour les jeunes, mais vous pouvez aller voir sur internet, sur YouTube, vous trouverez ces génériques facilement, vous comprendrez, je pense, le truc. À comparer, le générique français de Nicky Larson n'a pas ce niveau-là, il me semble. Après, encore une fois, là, je suis un peu... ce que je dis est un peu limite, parce que ça restait des génériques avec des ambitions relativement limitées. Donc, est-ce que l'un est plus marquant que l'autre? Je m'avance peut-être un peu. Tout ça pour dire... Je pense quand même que les musiques du dessin animé japonais avaient plus d'impact. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu à quel point ça a vieilli. Et que du coup, il y a les plus jeunes qui vont écouter ce podcast vont me dire que je me gourre et qu'au contraire, heureusement qu'ils n'en aient pas mis autant. Moi, perso, je pense qu'il y en avait d'autres qui étaient très... Par exemple, I Want Your Love, c'était une des musiques qu'il y avait très souvent sur les scènes d'action, que je trouve, encore une fois, impactante et qui aurait fonctionné dans ce film-là. Donc c'est dommage. Il y avait une très bonne idée, mais je trouve qu'ils ne sont pas allés au bout. Déjà, avoir osé le faire et d'avoir réussi à le mettre, c'est cool, mais j'aurais préféré que ça dépasse le cool, dans ce sens-là. Alors, ensuite, toujours en tenant compte du fait que c'est Nicky Larson du Club Dorothée, je trouve vraiment dommage que pour le coup, ils aient pas essayé d'insérer ces fameuses exagérations dans les voix des méchants, qui étaient vraiment typiques du dessin animé. Le dessin animé en France a eu un gros succès, notamment parce que les doubleurs français sont partis en roue libre, et qu'il y a une grosse partie du charme du dessin animé français, donc de Nicky Larson, qui encore aujourd'hui tient à cause de ça. Vous savez, à cause des fameuses mammutes et bulettes et toutes les bulettes et ce genre de trucs. C'est absent du film, alors que c'est vraiment de la farce parfaite. Et que la farce de cinéma était du coup, et la forme de ce film, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, était parfaite pour ça. Ça aurait été clairement dans le ton du film. Et en plus, il y a plusieurs méchants dans le film qui s'y prêtaient très très bien pour le coup. Alors on a un côté un petit peu guignolesque de cinéma français, mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir fait référence clairement à ça directement, ou de ne pas l'avoir carrément intégré, parce que c'était clairement dans l'ADN de la version française de Nicky Larson, qui est clairement
la source pour moi première qui a vraiment influencé l'état d'esprit de Lachaud et de ses copains sur ce film. C'est Nicky Larson du Club d'eau. Donc dans ce cas-là, il fallait les voix des méchants du Club d'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me paraissait évident. C'est un gros dommage là par contre. Ça franchement, ça me limite. Dans la démarche, je trouve que c'est une erreur. Parce que le film à côté respecte à mort l'univers de Nicky Larson du Club Dorothée. Du coup, c'est vraiment dommage. Là, pour moi, ça c'est un défaut vraiment pour le coup. Dans la démarche, encore une fois, de ce que Lachaud faisait. Hein. Alors, un autre bémol que j'ai souvent entendu, et que je suis obligé un peu de parler là, c'est le casting. Le fait que Philippe Lachaud joue lui-même Larson. Larson est notamment dans des dessins animés beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds, et je pense pas lui faire injure en disant qu'il est plus charismatique aussi, selon moi. Philippe Lachaud n'est pas un acteur charismatique. Peut-être que je me gourre, hein, vous détrompez-moi si dans Alibi.com ou Babysitting ou dans d'autres rôles qu'il ait fait, il l'est. Mais en l'occurrence, je trouve pas que ce soit le cas, même dans ce film, en l'occurrence, même en étant Nicky Larson. Mais du coup, là, vraiment, pour le coup, pour le choix du casting, on peut vraiment répondre, Lachaud, il fait des farces. Alors oui, il aurait pu peut-être trouver plus charismatique avec un autre acteur, ok, mais je trouve que Lachaud, c'est ma sensation, détrompez-moi si c'est pas le cas, mais les bandes annonces que j'ai vues de Babysitting et tout ça, c'est lui l'acteur principal. C'est lui le cœur de son... Le ton de son style, c'est lui. Encore une fois, est-ce que c'est Nicky Larson ? Est-ce que c'est Ryo Saeba ? Clairement non. Est-ce que c'est Nicky Larson ? Non. Mais par contre, est-ce que c'est Nicky Larson du Club Dorothée ? Oui, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? C'est pas mon fantasme de Nicky Larson non plus, c'est clair, mais c'est cohérent et ça fonctionne dans cet univers-là, dans Nicky Larson du Club Dorothée. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le côté, si je dois être précis techniquement, l'élocution, en fait, c'est Philippe Lachaud qui est Nicky Larson. Vous voyez ce que je veux dire ? L'élocution est la sienne, la manière de parler est la sienne. Il a même pas essayé de retrouver ce que je peux comprendre, encore une fois, parce que ça fait partie de sa démarche nostalgique. Et quelque part, ça trahit le fait que lui-même prend le film un peu pour une blague, pour une suite de blagues. Il n'a pas essayé de retrouver le ton du doubleur du dessin animé. Doubleur qui est dans le film, hein, paradoxalement, mais j'ai pas l'impression qu'il ait poussé la réflexion jusqu'à se dire « Et si j'adaptais un autre ton ? Et si mon ton de voix était différent ?» Peut-être qu'il a essayé par moments, mais je trouve que c'est pas flagrant. Et je trouve que les moments, par exemple, où... Vous voyez, c'est Philippe Lachaud qui fait... il voit des meufs dans la lunette de son fusil, et il fait « Ça, c'est Philippe Lachaud. » C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le ton, il aurait pu trouver une manière qui aurait été plus proche de correspondre du Nicky Larson, du dessin animé français, mais il l'a pas fait. C'est sa manière de parler, c'est sa manière... À tous les niveaux, c'est Philippe Lachaud. Donc il y a une limite dans l'adaptation qui est là, qui est que, d'abord et avant tout, il est le ton de son style de cinéma. Du coup, pourquoi il se serait cassé la tête à se donner un autre ton, à créer autre chose, alors que par définition, il en est le cœur ? Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation. Donc je trouve pas que la critique de dire que... Si on a aimé le film, dire qu'on est déçu du casting, je trouve ça absurde. Parce que pour le coup, c'est exactement lui. C'est exactement ce qu'il fait. Encore une fois, détrompez-moi si vous avez vu ces autres films, si vous trouvez que ce soit pas aussi évident. Mais pour moi, c'est le... Sorti du film, arrivé à un certain moment dans le film, j'étais obligé d'admettre, c'est exactement le ton de ce qu'il veut faire. Du coup, pourquoi il changerait de ton ? Ce serait bizarre. Pourquoi il adapterait sa tonalité de voix à l'ancien doubleur de Nicky Larson, alors que clairement, c'est Philippe Lachaud qui fait Nicky Larson. C'est ça le jeu. C'est pas Nicky Larson, à proprement parler. Donc voilà, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je peux dire du film, de ce que je peux critiquer en respectant sa démarche. Le Parfum de Cupidon est une farce populaire, de qualité et généreuse, aussi bien dans ses références que dans ses effets visuels. Les effets visuels sont bien vus la plupart du temps. Quand je parle par exemple des perspectives, du choix de certains effets pendant les scènes de combat sont bien vus. Il y a des grands ralentis sur les effets de tir et tout ça qui font clairement référence au dessin animé et qui sont bien foutus. Les références musicales, le jeu musical complètement schizophrène, générique français, musique du dessin animé japonais. Musique orchestrale, voilà, c'était un gloubi-boulga de dingue. Et il faut admettre que ça fait corps, même si j'ai pas retenu les thèmes musicaux composés spécialement pour le film. Je trouve que globalement ça faisait corps. Beaucoup disent qu'une bonne musique elle doit pas se faire remarquer. Bon, en l'occurrence là j'ai pas remarqué. Les costumes sont ceux du dessin animé, encore une fois, ce qui était un choix risqué. Ça aurait pu être clownesque, mais ça fonctionne ici parce que c'est de la farce. Les caméos fonctionnent parce que c'est de la farce et que le film est clairement un hommage au Club Dorothée et aux années 90. Encore une fois, Pamela Anderson, MacGyver et tout le bordel. Voilà, donc c'est toutes les qualités que je peux donner vraiment à son film et à sa démarche, et il en a beaucoup.
Ceci étant dit, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter en se disant que, en aiguisant leur couteau en arrivant à ce moment-là, on peut difficilement attaquer ce film sans passer pour un réac ou un coincé aussi. Ça, c'est une réalité. Le côté terrible, c'est que, en effet, la farce a une grande force, c'est que si elle provoque le rire, elle a gagné. La farce qui provoque le rire, du point de vue du public qui a ri, donc escompte plus le public est large, plus le film gagne. Non seulement en tant qu'œuvre, parce qu'elle est efficace, c'est une farce, elle est supposée faire rire, elle fait rire, elle a gagné. Mais malheureusement, aussi en termes moral. Elle gagne aussi en termes moral. Et oui, ce qui nous fait du bien est bon, et est forcément juste. C'était quoi encore, pour que je cite Platon ou Socrate correctement, je sais plus, je vais dire des bêtises. Ce qui est bien est bon, non, ce qui est beau est bien, ce qui est bien est bon, et ce qui est bon est juste. Je crois que c'est un truc comme ça. Vous voyez, c'est le fameux cercle vertueux. Donc, quelque part, c'est assez indiscutable. Si ça me fait rire, j'entends souvent dans les différentes discussions entre les pour et les contre du film, j'entends en sous-texte ça, c'est si ça me fait rire, c'est forcément juste, quelque part. Ça peut pas me faire rire sans être juste quelque part. Alors, pragmatiquement, oui, la vanne peut être réussie et vous fait rire, mais en fait, non. Et tout le débat autour des œuvres populaires, il commence là. Si ça m'a fait du bien, comment ça peut être mal ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce fameux paradoxe qui est assez désagréable pour tout le monde, moi le premier. Il y a des tas de choses qui me font rire où je me dis je ne devrais pas rire de ça. Ça me fait rire, tant pis, mais c'est mal, je ne peux pas défendre ça comme quelque chose qui... je ne peux pas le revendiquer, je ne peux pas dire ça m'a fait rire et j'ai eu raison de rire. Non, ça m'a fait rire et j'ai eu tort de rire, ça m'a fait du bien de rire. Nonobstant, c'était mal. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait donner l'exemple de ça, pour revenir à ce que je disais avant, si ça m'a fait du bien, comment ça peut être mal ? Eh bien, en prenant un exemple hardcore de chez hardcore, on peut prendre l'exemple du viol, où l'un prend du plaisir au détriment de la souffrance d'un autre. Donc ça, c'est vraiment pour élargir, pour vous donner à quel point c'est un sujet grave, en quelque sorte. C'est pas évident, la question de savoir de la limite du rire, mais j'en suis pas là. On va rester sur l'humour de cinéma, vraiment. Dans le cas de Nicky Larson, il me semble que l'on ne peut pas lui reprocher, quelque part, d'être sexiste, homophobe, pro-harcèlement, pro-viol, vulgaire, etc., etc. On peut pas lui faire ces reproches-là. Tout simplement parce que le ton de la farce est fait pour ça. On rit avant tout, et de tout le monde, d'absolument tout. On rit avant tout, et tout le monde. C'est ça la farce. On peut se désoler que le film soit pris par endroits trop au premier degré. Et pour la petite parenthèse, le sexisme et l'homophobie, entre autres, sont encore très très fortement présents dans notre société. Donc malheureusement, c'est tout à fait possible que certaines choses soient prises un peu trop au premier degré, malheureusement, et dans le mauvais sens. Pas pour le critiquer, mais pour, entre guillemets, l'apprécier. Mais il me semble que le parfum de Cupidon, et peut-être toute la filmographie de Lachaud, mais là encore une fois je pose la question, ne peut pas être tenu pour responsable de cette perception de son de ces films. Ce sont des farces, tout y est fait pour provoquer le rire, au mépris de tout et tous. C'est ça la farce, j'insiste, moralement, il n'y a pas de morale qui peut rattraper la farce. Alors oui, du coup, quand on n'est pas client de cet humour, on peut et on est légitimement, on peut être, et on a le droit légitimement d'être choqué. On peut être choqué en 2019 qu'on montre des seins de femmes mûres comme une blague et que ça fasse rire. Beaucoup rire, j'insiste, dans la salle de cinéma, les gens étaient morts de rire à cette séquence. Je spoile pas. On peut et on a le droit d'être choqué que les femmes amoureuses soient montrées toujours comme incapables de contrôler leurs émotions, au mépris de leur travail, de la morale, du respect de sa propre famille, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui, on peut être choqué de ça. On peut être choqué que l'homosexualité soit encore une fois un ressort comique évident, et qu'on joue encore ce vieux truc du le mec qui se prend pour un gros macho, qui devient homosexuel à donf et qui veut pas le devenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et être choqué que ça fasse rire, et que ça fasse beaucoup rire. On peut et on a légitimement le droit de ça. Légitimement, j'insiste. On peut être choqué de tout ça. Et de bien d'autres choses dans une farce. Mais ce n'est pas l'œuvre qui a un souci. Vous n'étiez, je n'étais, pas le spectateur visé par cette adaptation.
Tout simplement. Nous ne sommes pas les personnes visées par cette adaptation. C'est simple et c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer le film, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que d'un point de vue artistique, il me semble qu'il n'est pas attaquable là-dessus. Parce que c'est trop clairement une farce pour être réduit au fait d'être une comédie qui aurait un message. Je pense que c'est clairement pas le cas. Nicky Larson et le parfum de Cupidon n'a pas de message. C'est pas son objectif. Et du coup, je pose la question. J'élargis un peu, je reviens un petit peu vers Nicky Larson. Était-il obligé d'adapter ? Est-ce qu'on était obligé plutôt d'adapter Nicky Larson sous l'angle de la farce ? Est-ce que c'était obligé ? Alors a priori c'est une bonne approche parce que ça permet de faire vivre beaucoup d'éléments du dessin animé. Mais du coup, est-ce que c'est pourtant évident ? Est-ce que Nicky Larson, ça rimait forcément avec farce ? Et là, je vais un peu plus subjectiver le pourquoi j'ai un problème avec ce film. La perception, simplement une perception clairement de Nicky Larson qui est différente. Je m'en souvenais plus très bien de Nicky Larson, donc j'ai rematé un petit peu quelques épisodes, mais quand je l'ai revu et dans mes souvenirs, il y avait plusieurs éléments qui étaient indépassables. La première chose, c'est qu'il y avait des scènes de tir qui étaient badass. Quand on me parlait de Nicky Larson, la première chose dont je me souvenais, c'était ça. C'était qu'à un moment donné, il y avait des scènes de tir qui étaient badass, spectaculaires, qui ont marqué mon imaginaire cinématographique, carrément. Des scènes où j'étais grave dedans. Il y avait des méchants charismatiques et dangereux, rarement, mais ils étaient mémorables. Je vous renvoie au personnage de la Main Noire, qui est dans le film, mais qui est différent dans le dessin animé, dont j'aimais beaucoup, qui avait des éléments kitsch, je veux pas spoiler le dessin animé, mais qui pour le coup fonctionnait bien, et qui aurait pu être drôle et charismatique dans le film, je pense. L'un n'excluait pas l'autre. Il y a aussi le fameux trio de la mort, le moment où on envoie à la poursuite de Nicky 3 assassins, qui sont deux frères et une sœur. La sœur se bat avec des armes blanches. Il y a un des frères qui utilise des armes automatiques, comme ça, qui propose une sorte de guerre un peu à la façon armée à Nicky, et le dernier lui propose un duel vraiment face à face en flingue, et il est carrément plus rapide que Nicky. Les 3 personnages étaient charismatiques, classe, et on avait peur pour lui, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? On savait que c'était le personnage, mais il allait en souffrir. Se battre ces 3-là, ça allait être difficile. C'est des éléments juste qui étaient charismatiques et forts. C'était pas seulement des méchants comiques dans Nicky Larson, ça ne se réduisait pas à ça. Et je pense qu'on se souvenait... Moi, je me souvenais beaucoup plus de ces méchants charismatiques que des méchants comiques. Alors vous allez me dire que dans le film, il y a moins de méchants principaux comiques. En fait, non, parce que le méchant principal est un ressort comique. Mais là, je ne veux pas spoiler le film, je comprendrai si dans les commentaires vous voulez qu'on en parle, mais je ne vais pas spoiler ici. Vous avez aussi, par exemple, l'épisode, encore une fois, pour revenir vers des méchants charismatiques du dessin animé, où il est face au meilleur tueur du monde, et que tout le monde flippe pour lui, et qu'il va le combattre là dans une... Il est obligé de le combattre parce que sa réputation est devenue trop grande, et donc il doit se confronter à ce mec. Et le mec est un tueur, c'est une bête. Et je veux pas vous spoiler comment il le bat dans le dessin animé, c'est excellent. Pareil quand il rencontre son double blond, c'est Nicky Larson en blond, qui est juste un super tombeur par rapport à lui, et qui est aussi bon tireur que lui. Ça, c'est des purées de bananes, je vais pas dire le mot, mais ça vaut le coup comme méchant. C'est charismatique, dangereux, et je m'en souviens. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, ces méchants-là, ils ont marqué le dessin animé. Beaucoup plus que la comédie, dont je me souviens. Mais c'est pas ça qui m'avait marqué. Et en plus, il y avait des musiques classes et prenantes, et comme je le disais avant, c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé Your Secret, par exemple, comme chanson qui est vachement bien, I Want Your Love. Ils sont très datés, mais qui sont dynamiques, et comme le film en plus a réinstrumentalisé, je parle depuis trop longtemps, ça fait trop longtemps, ce mec parle trop, excusez-moi, roll credits, comme on dit. Les musiques avaient été réinstrumentalisées, donc déjà, ça aurait pu être dans le film, donc il aurait pu en mettre plus, et ça le faisait bien. Et en plus, encore une fois, et ça je m'en souviens, ça m'avait marqué aussi, les méchants avec le doublage français drôle, qui encore une fois avait la place dans l'adaptation de Philippe Lachaud. C'est vraiment étrange qu'il ne l'ait pas mis. Mais ça, ces éléments-là avaient vraiment marqué mon imaginaire, et c'est de ça dont je me souvenais surtout. Pour faire court, le souvenir que j'avais de Nicky Larson, c'était plus du policier noir, parfois dur, souvent léger, mais avec une part de comédie burlesque, voire de la farce. Vous voyez la nuance ? En fait, mon souvenir de Nicky Larson était l'exact équilibre inverse du point de vue de Lachaud. Parce que oui,
Lachaud, il fait des farces. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais personnellement, avoir une grande partie de l'intrigue prise, et là je reviens vers le film de Philippe Lachaud, par des personnages qui sont uniquement des ressorts comiques, Pancho et Skippy, je veux bien qu'ils aient participé à l'écriture du film, mais on était obligé de gaver le film de gags et de sidekicks. Je pense pas. Je pense pas que c'est l'ADN de Nicky Larson, ça. Je pense que c'est une adaptation, et que quand c'est une adaptation qui est clairement une farce, et que c'est le style de Lachaud et des copains avec lui avec qui il écrit, eh ben, c'est aller vers ça, et je le respecte, et encore une fois, ça, le film a un certain équilibre là-dedans. Je ne vais pas revenir sur ma première partie qui a été beaucoup trop longue, encore une fois, donc vous avez compris mon point de vue. Mais je pense que vous percevez un peu plus mon point de vue, et le point de vue de plein d'autres personnes aussi, qui ont gardé de Nicky Larson quelque chose de charismatique d'abord en tête, qui était lié d'abord à des éléments de films policiers noirs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il y a des éléments de films policiers dedans. Oui, mais c'est 10% du film. On a 90%, je pense, clairement, de blagues, de farces, et ainsi de suite. Et ça faisait aussi partie du dessin animé, mais ça a plus marqué, tiens, le lapsus marrant, Nicky Larson, Philippe Lachaud pour le coup, et je comprends du coup que pour lui ce soit l'adaptation logique. Et franchement, je pense pas que je sois le seul à avoir eu cette sensation, dû notamment à mon souvenir que je viens de vous décrire. Oui, le personnage est obsédé sexuel et son univers est cartoonesque, il n'y a pas de problème. Mais grâce justement à l'effet dessin animé, quand il devenait sérieux, le personnage devenait charismatique à mort. C'est pour ça aussi qu'il a marqué nos esprits. Or, il me semble que si la farce a un défaut, notamment au cinéma, c'est qu'elle exclut quelque part le drame ou le charismatique en ne prenant rien réellement au sérieux, au final. Alors je vais donner un exemple, mais je vais essayer de ne pas spoiler. Il y a un moment triste vers la fin du film, ou qui se veut triste, qui était pour moi clairement devant le film compréhensible, mais assez inodore, parce que pendant tout le film, j'ai vu des personnages de cartoon au final. Surtout les sidekicks, mais même Laura et Nicky, quelque part ça manque, faut m'entendre pas littéralement, mais ça manque de sang en quelque sorte, ça manque de sens du danger, pour qu'on soit touché, pour qu'on sente de la vraisemblance dans les émotions partagées par les personnages. Je comprends l'idée du film, hein, et on peut donner une vision de l'amour légère et belle et douce, et peut-être un peu surannée d'ailleurs, dans une farce, mais on va pas réussir à me donner une sensation de danger en faisant 1h20 de farce et 10 minutes de sérieux, entre guillemets sérieux, et franchement je trouve même pas, ça n'est pas sérieux, ça ne l'est jamais vraiment. Le film essaye, hein, du coup, je dis pas le problème, je dis pas le contraire encore une fois, mais je trouve qu'il parvient pas au niveau des émotions qu'il voudrait atteindre, parce que sa démarche est avant tout la démarche d'une farce. J'ai oublié de faire une parenthèse, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me répondre exactement là sur Twitter de manière très intéressante, que lui il a été ému que quand le film passait d'un moment de blague à un moment de très sérieux, donc ce fameux moment que je ne veux pas spoiler, et qui est vers la fin du film, lui il était tout de suite ému, il était d'avance dedans. Et ben super, encore une fois je comprends tout à fait, et j'accepte, j'admets, il n'y a aucun souci que les gens ont pu kiffer ce film, et qu'il y a des gens qui vont vénérer ce film, parce que visiblement ils partageaient le même souvenir en quelque sorte de Lachaud, ou tout simplement ils ont adhéré au souvenir de Lachaud par rapport à Nicky Larson. Et ce Nicky Larson du Club Dorothée leur convient, ce que je comprends et je respecte, et encore une fois je reviens pas sur ma première partie, ça marche à tellement d'endroits, je peux pas critiquer ça, c'est vrai. Mais je peux aussi, et j'ai la liberté, j'espère, de dire, comme plein d'autres, hein, évidemment, je suis loin d'avoir inventé l'eau chaude, qu'il y avait un angle de vue sur Nicky Larson qui était aussi très intéressant, et que ce film n'est pas. Et qu'à cet endroit-là, le film est moyen, voire faible. Je sais que c'est dur un peu, parce que si vous m'écoutez, vous avez des émotions vraiment en yo-yo sur ce film, vous allez dire, mais n'importe quoi, c'était très fort. J'entends. Mais peut-être tout simplement que on peut réduire tout ce que je suis en train de théoriser et de faire le malin par le fait que ça ne m'a pas fait rire, et que par définition, comme j'étais sur un encéphalogramme plat, quand c'est supposé devenir très triste, j'ai pas eu cet effet de rebond, vous savez, on rigole beaucoup, donc on est très très haut, et d'un seul coup il se passe quelque chose de grave et on descend très 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 bas. J'ai pas vécu cet ascenseur émotionnel. Donc du coup, pour moi, ça a été tout petit. J'ai eu un encéphalogramme plat, puis j'ai eu une petite montée, là, une petite descente, et voilà, c'était fini. Tandis que d'autres, bah oui, si vous avez beaucoup ri pendant le film, évidemment, je comprends que c'est pu vous toucher de facto, il n'y a pas de problème. Vous avez pu aussi voir le film, rire beaucoup et pas être touché beaucoup par ça. C'est pas un problème non plus, parce que je pense pas que, même si l'actrice se donne à fond, il n'y a rien à dire, Élodie Fontan,
je pense pas que ce soit formidable. Notamment parce que le jeu d'acteur est celui de la comédie que fait Philippe Lachaud. Pour la petite parenthèse, Philippe Lachaud faisait pendant un moment une rubrique sur Canal+, qui s'appelait La Bande à Fifi. Donc moi, ça me faisait pas très rire, mais ça a eu pas mal de succès, si je dis pas de bêtises. Et j'ai reconnu dans le film un petit peu ce style, cette élocution, cette manière qu'ils ont de faire de l'humour. Où on a l'impression que on pourrait changer les acteurs. Au final, le ton des voix resterait le même et les blagues resteraient les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je fais juste la petite parenthèse pour dire un peu, pour exprimer encore plus clairement dans quel angle je perçois cet humour-là. Et d'où je viens un petit peu par rapport à cet humour-là. Mais encore une fois, comme j'ai pas ri, forcément je vais me demander ce qui a pas marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'admets, et quand on prend, je pense, cet objet de manière un peu plus objective, comme j'ai essayé de le faire dans la première partie, c'est une farce qui est pleine de qualité, mais vraiment pleine, et qui se double d'une nostalgie qui est tellement sincère qu'à un moment donné, on ne peut pas nier que la démarche était respectueuse de l'œuvre originale, sincère dans son amour du Club Dorothée, sincère dans le plaisir que visiblement il a eu quand il était gosse, à voir ce dessin animé et à en rigoler beaucoup. Moi, ça ne me faisait pas rire des masses, Nicky Larson. J'attendais, je pense, les passages sérieux. Très honnêtement, ça c'est ma sensation. Après, ça me dérangeait pas les passages comiques, mais j'ai jamais été non plus un grand fan de la comédie dans les mangas. Ça me faisait rarement rire. Je crois que pour vous donner une référence d'un des dessins animés qui m'a fait rire dernièrement, c'est Excel Saga. Voilà, je sais que le joueur du grenier a beaucoup aimé aussi, donc vous avez peut-être probablement découvert, mais parce qu'il en avait parlé. Mais pour moi aussi, c'est un humour, mais j'en pouvais plus quoi. Donc l'humour, on va dire un petit peu plus cartoon. Vous voyez les coups des marteaux et ce genre de trucs qui sont pas seulement dans Nicky Larson. Moi, j'ai jamais été spécialement dedans, ça m'a jamais fait rire, vous voyez. Bref, donc c'est pas forcément la comédie ou l'humour qui me restait en tête de Nicky Larson. C'est pour ça que j'en ai cette perception-là. Alors peut-être, en résumant un peu grossièrement, mais peut-être que la différence entre moi et Lachaud, c'est que lui, il considère son enfance... C'est peut-être, je sais, c'est peut-être un peu gros ce que je veux dire, mais je pense que c'est vraiment sur le regard sur l'enfance qu'on a, sur sa propre enfance, mais sur l'enfance en général aussi. Puisque lui aussi, je crois qu'il arrive sur ses 40 ans, moi aussi. Donc je crois qu'on a quasiment le même âge, si je dis pas de bêtises, ou il est peut-être un peu plus jeune. Du coup, on a un rapport à l'enfance qui est émotionnel, mais qui est devenu aussi un peu plus théorique, puisqu'on s'en éloigne, on oublie des choses, on en sélectionne des choses aussi. Donc je crois que je dirais que lui, il considère que l'enfance c'est comme un lieu de bêtise, de liberté totale, et donc il regarde l'enfance avec une nostalgie, mais aussi une forme de moquerie, vous voyez. C'est du genre, qu'est-ce qu'on était con à cette époque, mais c'était sympa. On était con, mais c'était sympa. J'ai l'impression qu'il a un peu ce regard-là sur l'enfance. Alors que moi, je considère l'enfance comme un lieu d'émotion très forte, de principe pur, vous voyez, c'est quand on croit à des choses très naïves, mais on y croit à mort. Et donc, je regarde l'enfance comme une base de ce que je suis aujourd'hui encore. J'ai tendance encore, quelque part, une partie de ma tête se dit encore, je ferai tout pour être celui que j'espérais devenir quand j'étais enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est simplement deux perceptions radicalement opposées de l'enfance, et aucune des deux n'a raison. Il n'a pas tort, et j'ai certainement pas raison. Nous sommes tous deux des rêveurs, quelque part, naïfs et prétentieux. Et là, je suis obligé de limiter tout de suite, de modérer tout de suite ce que j'ai en train de dire, parce que lui, quand même, il a du succès, mais grave. Et là, avec Nicky Larson, il va encore plus de succès. Moi, j'existe pas par rapport à ce mec. Je comparais juste nos points de vue. Que les choses soient bien dites. Le type s'y connaît 10 fois plus en cinéma que moi. Il a son 4e film. Voilà, je veux dire. Que les choses soient bien dites. Je ne suis pas au niveau de ce mec. Il m'écrase. Je donne juste un point de vue. J'essaie de développer mon point de vue. C'est tout. Calmez-vous tout de suite. Posez vos flingues. Je suis clairement pas au niveau de ce gars-là. On se calme. Avant de passer à la conclusion globale, je reviens juste sur Kung Fu Hustle dont j'ai parlé avant, Crazy Kung Fu en français. Oui, ce titre est absurde, qui est un film, un extraordinaire film de Stephen Chow, qui est donc l'adaptateur, comme je le disais avant, de Shaolin Soccer. Pourquoi je veux parler de Kung Fu Hustle ? Kung Fu Hustle est pour moi, si on me demande quelle est la meilleure adaptation de Dragon Ball Z au cinéma, je dis Kung Fu Hustle. Ce faisant, je le spoil un peu, mais c'est pas grave. C'est un cartoon live, Kung Fu Hustle. C'est de l'humour de dessin animé de Tex Avery pendant 1h30. Et c'est inventif, c'est riche, c'est du gag et du gag et du gag sans arrêt. Et ça arrive pourtant à faire survivre son histoire principale. Notamment par deux ressorts. Le premier, c'est que bien que ce soit aussi une farce, ça joue complètement le ton du cartoon et ça s'en est donné les moyens techniques. Donc on a des effets élastiques et des personnages qui font des trucs qui ne peuvent être faits que par des personnages de dessin animé.
Ce qui fait que, du coup, quand les choses deviennent sérieuses et organiques, elles le deviennent complètement et on y croit. Parce que quand les personnages se mettent à saigner, ben, par définition, on ne s'y attend plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le personnage est un personnage de cartoon, au bout d'un moment, on se dit, bah, il peut rien lui arriver. Et c'est quand il commence à avoir, par indice, le film t'envoie tout doucement des trucs du genre, il se fait mal, vraiment mal, ça devient d'un seul coup beaucoup plus radical. Et d'un seul coup, il y a du sang, vraiment, ça devient très gore. Des personnages se font tuer, enfin, ça devient vraiment radical. La mort est réelle, elle est d'un seul coup présente. Et le film, du coup, réussit son virage et devient réellement, entre guillemets, impliquant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je critiquais ça un peu dans Nicky Larson et Parfum de Cupidon. Je pense pas qu'il était assez radical pour que n'importe quel spectateur, ou une majorité, j'entends, moi, tout simplement, je participe à ce revirement. Il aurait fallu, quand je disais du sens, c'est ça, c'est avoir un sens du réel, un sens du danger, un sens de la douleur, de quelque chose, de la souffrance, qui fait que ça peut être très sous-entendu. Je vous renvoie par exemple à l'extraordinaire séquence en plein milieu du film Les Indestructibles, qui est exactement ça. Je ferai de toute façon un après le film sur Les Indestructibles un jour ou l'autre, hein, Les Indestructibles 1. Et du coup, ça peut être très fin et très subtil, il peut n'y avoir aucune goutte de sang, et on peut évoquer un génocide sans que ce soit présent à l'image. Sans que ce soit présent en termes de violence visuelle, ou gore, ou quoi que ce soit. Et ça marche, et on est impliqué. Donc, exemple Les Indestructibles. Mais donc, pour revenir sur Kung Fu Hustle, ce virage-là, le film négocie tellement bien qu'au début, on rigole et on trouve le film absurde et cartoonesque, et à la fin, on est grave dedans. C'est ça qui est fort. C'est très délicat d'avoir conscience que ça demande de la radicalité dans la mise en scène. Radicalité qui est quasi présente dans Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, mais qui n'a pas conscience assez de l'être. Et du coup, le film n'arrive pas à faire tout à fait ce virage. Dommage. Je pense que si Philippe Lachaud connaît Kung Fu Hustle, et je pense qu'il le connaît, je pense qu'il apprécie beaucoup le film, il n'a pas cerné ce truc-là, ce twist-là. À un moment donné, il aurait fallu que, comme dans la série, Nicky Larson, il soit blessé et que ce soit dur. C'est un truc tout bête, mais ça fait une grande différence dans la perception de toute l'histoire. Et la deuxième chose que Kung Fu Hustle gère très bien, c'est le côté spectaculaire, le côté over the top. Je ne vais pas trop le spoiler, mais Nicky Larson n'arrive pas à être autant over the top. Il essaye de l'être. Alors, je fais tout de suite une parenthèse dans la parenthèse. Est-ce que Nicky Larson a eu un budget et des moyens techniques aussi conséquents que Kung Fu Hustle ? Difficile à dire. Difficile à dire, j'en sais rien, et c'est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. C'est tout à fait possible que Nicky Larson était un projet très difficile à produire. Tout à fait possible. Et encore une fois, tout à fait possible que Philippe Lachaud ait réussi à le mener à terme à bout de bras. Encore une fois, tout à fait possible, lui et son équipe. Donc ma critique est forcément à modérer. Si le film a été dur à monter au niveau du budget, il n'y a pas de magie. Tu peux pas faire une adaptation cartoon s'il n'y a pas des CGI qui taffent à mort dessus. Et alors Kung Fu Hustle, dans le genre film à CGI de très grosse difficulté, à Hong Kong en plus, ça se pose là. Hein. D'ailleurs, tout ne fonctionne pas dans le film. Mais ils ont réussi à trouver ce bon équilibre malgré tout. Je vous conseille de voir Kung Fu Hustle si vous l'avez jamais vu. Vous percevrez un peu mieux ce que je veux dire par comment on arrive à provoquer l'ascenseur émotionnel en quelque sorte. Et un des derniers éléments aussi qui fait que Kung Fu Hustle est une excellente adaptation de Dragon Ball Z, c'est que c'en est pas une. Ce n'est pas une adaptation de Dragon Ball Z. Eh oui, parfois faire une adaptation de quelque chose et dire qu'on l'est, c'est plus handicapant, beaucoup plus handicapant, de l'assumer que de le faire différemment. De là à dire que Nicky Larson et Parfum de Cupidon auraient dû être autre chose qu'une adaptation de Nicky Larson, non. C'est clair. Il a une perception, encore une fois, du dessin animé qui a aussi sa justesse. Donc il est hors de question de dire qu'il n'aurait pas dû le mettre. Mais par contre, de facto, du coup, il aurait dû aller encore un degré plus loin. Il est déjà allé très loin, mais il aurait fallu qu'il soit un degré plus loin. Voilà, je voulais juste rajouter un petit peu ça. Du coup, pour conclure, je dirais que je vous comprends, je vous ai compris, vous les personnes qui aimez et voire adorer ce film. C'est une déclaration d'amour à la nostalgie des 90. C'est un film de rire léger et sans conséquences. Pour ceux qui apprécient, encore une fois, la farce. Et ça, je trouve que c'est inattaquable. Je ne peux pas vous attaquer, je ne veux pas dire vous avez tort d'aimer ce film, parce que je pense que c'est déplacé. On ne peut pas dire ça à des gens qui rient devant une farce. C'est pas possible. Mais je comprends aussi, je vous ai compris aussi, ceux qui, comme moi, sont déçus ou énervés. Parce que Nicky Larson était aussi une super base pour faire un néo-noir, avec un héros charismatique dans l'action, et des scènes d'action beaucoup plus dingues et what the fuck que ce qu'on a dans le film là. Personnage qui aurait pu être aussi drôle et stupide avec les femmes, tout en étant un héros charismatique. On avait aussi cet univers-là dans Nicky Larson qui aurait pu être beaucoup plus au premier plan. Et on aurait pu aussi avoir ce type d'adaptation. Mais bon,
La Show a eu du succès, gros succès, donc il y aura probablement une suite. La suite se fera sans moi, hein, c'est tout, c'est comme ça, j'ai pas adhéré, mais malgré tout, bravo à lui. Bravo à lui et bon vent à son Larson, parce que je pense que ça va marcher, je pense que le film va cartonner, je pense qu'il aura les moyens de faire des suites, et tant mieux, et si ça vous éclate, tant mieux. Mais je n'irai pas le voir, je pense, la suite, et je pense que il y avait autre chose à faire avec Nick Larson, et c'est légitime de le dire, parce qu'il y avait vraiment très fortement un autre pan que le film sous-traite ou ne traite pas, je pense, avec toute l'efficacité qu'il aurait pu le faire. Voilà, je pense que j'ai fait largement assez long aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, liker, Facebooker, Tumblr et tout ce que vous voulez, mais surtout commentez, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup sur un film aussi populaire, c'est rare que j'aborde un film aussi populaire, et je vais probablement pas aller voir les autres films de la show, a priori, hein, sans lui faire injure, c'est juste pas ma cam. Donc voilà, j'aurai peut-être des gens qui vont écouter cette critique et qui n'écouteront pas d'autres, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours beaucoup. Merci à tous pour votre écoute, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Ciao ciao les amis, le micro lâche, c'est le moment de partir. Ciao ciao.